La musique, une valse qui luttait pour se faire entendre au milieu du brouhaha général, résonnait dans le grand salon du domaine de la roseraie. Mais, honnêtement, je n'entendais rien. J'étais figé, comme cloué au sol, les yeux rivés sur Marie qui descendait l'escalier monumental, sa robe d'un bleu nuit masquant sans doute le chaos qui régnait en elle. Et là, debout au pied de cet escalier, le sourire narquois planté sur le visage, se tenait cet homme, Pierre Caldwell, arborant un air de vainqueur absolument insupportable. Comment diable en étais-je arrivé là, moi, Julian Harper, à me retrouver au milieu d'un bal de requins, alors qu'il y a à peine un mois, je ne possédais presque rien. Ma vie tenait à un fil, le même fil que je m'étais obstinément appliqué à couper ce jour de pluie torrentielle à Paris. Ce mardi-là, ou était-ce un mercredi? Les jours se ressemblent tant quand on est au bord du gouffre. La pluie n'était pas tombée, elle s'était déversée sur Paris, comme si elle voulait noyer la ville entière. Elle martelait sans relâche le pare-brise fissuré de ma vieille Ford F-150 de 2014, un rythme angoissant qui faisait écho au coup de marteau dans ma propre poitrine. « Allez, allez, mon vieux, bouge-toi » grommelai-je, mes phalanges blanchies par l'effort sur le volant. L'horloge numérique du tablier de bord affichait 13h45. Mon entretien avec l'entreprise Duval et Associés était à 14h pile de l'autre côté du périph'. Ce n'était pas juste un boulot, c'était la planche de salut qui nous restait, à Pierre et moi. Après le décès de Sarah, ma femme, il y a 3 ans, à cause de cet anévrisme soudain, mon petite entreprise d'architecture s'était lentement écroulée sous le poids des factures médicales et de mon chagrin insurmontable. Maintenant, j'avais 2 mois de loyer de retard pour le minuscule appartement boîte à chaussures que je partageais avec mon fils de 6 ans, Pierre. Le feu tricolore à l'intersection du quai Anatole-France et de la rue de Solferino vira au rouge. Je grognais, me frottant le visage, la fatigue me rongeant les os. Je regardais par la fenêtre, essayant de calmer ma respiration saccadée. C'est là que je l'ai vue. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Elle était assise sur un banc métallique gelé, tout près des bords de Seine, ses petites jambes trop courtes pour toucher le pavé. Elle portait un imperméable jaune vif qui avait de l'air cher, mais qui était trempé jusqu'à l'os, et elle serrait contre elle un ours en peluche tout aussi détrempé. Les gens passaient à toute vitesse, des hommes d'affaires pressés sous leur parapluie, des touristes émitouflés dans des ponchos, tous ignorant cette petite silhouette solitaire sous l'averse. Le feu s'est passé au vert. Les voitures derrière moi ont klaxonné, m'intimant d'avancer. « Roule, Julien, roule !» me hurlait mon cerveau. « Si tu rates cet entretien, toi et Pierre, vous dormez dans la rue le mois prochain. Quelqu'un d'autre l'aidera. C'est une ville immense, pleine de monde. » J'ai appuyé sur l'accélérateur, avançant de 3 mètres à peine. Puis j'ai juré bruyamment, un gros mot qui a claqué dans l'habitacle, et j'ai pilé, manœuvrant ma vieille guimbarde dans une zone de livraison interdite. Je me suis garé n'importe comment et attrapé mon parapluie, et j'ai sprinté sous le déluge. « Hé !» m'a crié un livreur, mais je l'ai ignoré. Je me suis précipité vers le banc. De près, la fillette paraissait encore plus minuscule. Elle tremblait violemment, ses cheveux blonds collés à son front. Elle a levé ses grands yeux bleus, emplis de terreur, vers moi. « Salut toi », j'ai dit, ma voix devenant aussi douce que celle que j'utilisais quand Pierre faisait un cauchemar. Je me suis accroupi, tenant le parapluie au-dessus d'elle pour la protéger de la pluie cinglante. « Tu as l'air d'attendre quelqu'un. Tes parents sont dans le coin ?» La petite a secoué la tête, ses dents claquant. Je ne sais pas où ils sont allés. »« D'accord, » j'ai répondu, le cœur serré en regardant ma montre. 13h52. Officiellement, j'étais en retard. « Comment tu t'appelles? »« Sophie, » a-t-elle murmuré. « Moi, c'est Julien. Sophie, il fait glacial ici. Tu as un numéro de téléphone pour ta maman? » Sophie a reniflé et a pointé du doigt un petit sac à dos rose posé dans une flaque à côté d'elle. « C'est dans mon sac, mais ma nounou.
Elle m'a dit de rester ici pendant qu'elle allait acheter une gaufre. Elle n'est pas revenue. Ma mâchoire s'est serrée. Une gaufre par ce temps? Il pleuvait depuis 20 minutes. Qui que soit cette nounou, elle était partie bien trop longtemps. J'ai ouvert délicatement le sac à dos. Il était rempli d'objets de luxe, un iPad personnalisé, une bouteille d'eau minérale scellée et un petit carnet relié en cuir. J'ai ouvert le carnet. Sur la première page, écrit d'une calligraphie élégante et acérée, il y avait un nom et un numéro. Mary Sterling 0144 X6. J'ai marqué une pause. Le nom me semblait familier, comme quelque chose que j'avais vu sur le côté d'un gratte-ciel ou dans un article de magazine économique. Mais ma panique à cause de l'entretien brouillait ma mémoire. J'ai sorti mon vieux téléphone Samsung à l'écran fissuré et j'ai composé le numéro. Ça a basculé directement sur la messagerie vocale. Vous êtes bien au bureau privé de Mary Sterling. Veuillez laisser un message. La voix était froide, nette et terrifiante de professionnalisme. Mince, j'ai sifflé. J'ai regardé Sophie. Ses lèvres prenaient une teinte bleu pâle. Je ne pouvais pas la laisser là à attendre la police. Elle était en hypothermie. D'accord, Sophie, j'ai dit, prenant une décision qui allait me coûter mon avenir. Je vais te mettre dans mon camion. Il fait chaud. On va aller au poste de police 2 rues plus loin et on va retrouver ta maman. Elle a hésité, regardant ma barbe mal rasée et ma chemise en flanelle usée, mais ensuite elle a jeté un coup d'œil au camion, dont l'intérieur promettait une chaleur salvatrice. Elle a hoché la tête. Je l'ai soulevée. Elle ne pesait rien. Je l'ai attachée sur le siège passager, ai mis le chauffage à fond, et j'ai enroulé ma veste de travail de rechange autour de ses petites épaules. Alors que je me rasseyais au volant, mon téléphone a vibré. C'était la responsable des ressources humaines de Duval & Associés. Monsieur Harper, vous n'êtes pas dans le hall d'entrée. Si vous n'êtes pas là dans 3 minutes, nous passons au candidat suivant. J'ai regardé Sophie, qui serrait son ours en peluche et me fixait de ses yeux confiants. Je suis désolé, j'ai dit dans le téléphone, ma voix se brisant légèrement. Quelque chose d'urgent est arrivé. Une urgence. Je ne peux pas venir. Alors ne vous donnez pas la peine de reporter, a-t-elle claqué. Clic. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé le téléphone. Je venais de perdre le poste. Il me restait 42 € sur mon compte en banque. J'ai senti une vague de nausée me monter, mais je l'ai ravalée. « Ça va, Julien ?» a demandé Sophie, sa petite voix. J'ai forcé un sourire, me tournant vers elle. « Je vais bien, Sophie. Parfaitement bien. Allons te ramener chez toi. » Au lieu du poste de police, j'ai décidé de tenter l'adresse indiquée dans le carnet sous le numéro de téléphone. Ce n'était pas une maison. C'était la Tour Beaulieu, une aiguille de verre de 70 étages qui perçait la ligne d'horizon parisienne. Bien sûr, ai-je pensé en tirant mon camion amoché devant le service de voiturier, entouré de Bentley et de McLaren. Mary Sterling, la magnate de l'immobilier, la femme qui achète des quartiers entiers au petit déjeuner. Le voiturier, un jeune homme nommé Kevin, d'après son badge, a regardé mon camion avec un dédain non dissimulé. « Les livraisons, c'est par derrière, mon pote. » J'ai baissé la vitre. Je ne suis pas une livraison. J'ai une cargaison précieuse. J'ai sauté, j'ai marché jusqu'au côté passager et j'ai ouvert la porte. Quand j'ai soulevé Sophie, les yeux du voiturier se sont écarquillés. « C'est Mademoiselle Sophie ?» a balbutié Kevin, faisant tomber son presse-papier. « Sécurité! Appelez la sécurité! » En quelques secondes, 3 hommes en costume noir ont envahi l'entrée. J'ai instinctivement fait un pas devant Sophie, la protégeant. « Reculez de l'enfant !» a aboyé le garde principal, sa main planant près de sa ceinture. « Calmez-vous !» j'ai dit en levant les mains. Je l'ai trouvée près des bords de Seine. Elle était seule. Je l'ai ramenée chez elle. « Papa !» a crié Sophie, non pas à moi, mais à un homme qui courait hors du hall. Mais ce n'était pas son père.
C'était un homme grand, paniqué, en smoking. Le majordome, peut-être? Il est tombé à genoux, serrant la fillette dans ses bras. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Madame Sterling est en train de détruire la ville en vous cherchant. Avant que je ne puisse expliquer quoi que ce soit, les portes vitrées du hall se sont ouvertes avec un sifflement violent. La température sur le trottoir a semblé chuter de 10 degrés. Une femme est apparue. Elle était magnifique d'une manière terrifiante, presque sculpturale. Elle portait un tailleur pantalon blanc, impeccablement taillé, ses cheveux noirs de jet tirés en un chignon strict. Ses talons claquaient sur le pavé comme des coupes de feu. Elle n'a pas couru. Elle a avancé délibérément. Sophie. La vulnérabilité dans sa voix n'a duré qu'une fraction de seconde avant que son visage ne se durcisse en un masque de pure fureur. Elle a arraché sa fille des bras du majordome, la serrant farouchement, enfouissant son visage dans les cheveux mouillés de la fillette. Pendant un instant, j'ai vu la mère sous la milliardaire. Elle tremblait. Puis elle s'est redressée et a tourné son regard vers moi. Ses yeux étaient gris, aussi aiguisés que l'acier, et actuellement flamboyants d'accusation. « Qui êtes-vous » a-t-elle exigé. Sa voix n'était pas forte, mais elle imposait le silence à tout le quartier. Ici, je change de perspective. C'est Mary Sterling qui raconte. L'air déjà lourd de la pluie parisienne devint glacial dès que je posais le pied sur le pavé. La panique qui m'avait étranglé ces dernières heures, depuis que le majordome, Benoît, m'avait annoncé la disparition de Sophie, se transforma en une fureur glaciale. Voir ma fille serrée dans les bras de ce majordome hagard provoqua un soulagement si intense qu'il faillit me faire flancher. Sophie était là. Induite en erreur, trahie par cette nounou incompétente que je m'apprêtais à faire disparaître de la surface de la terre, mais là. Le danger était passé. Mais ce n'était pas un danger qui s'éloignait que je voyais quand mes yeux se sont posés sur l'homme qui se tenait devant elle, les mains levées comme pour une reddition. Il était trempé, des gouttes de pluie dégoulinaient de ses cheveux bruns et en bataille, sa chemise en flanelle usée collée à sa peau. Il avait cette barbe de 3 jours, l'air d'un homme qui passait plus de temps sur les chantiers que dans les salles de conseil. « Qui êtes-vous » Ma voix résonna, aussi froide et nette qu'une lame. Je sentais mes sens en alerte maximale. Comment cet individu d'apparence si ordinaire, si peu sophistiqué, avait-il pu s'approcher de ma fille, échapper à mon système de sécurité? Mon regard, que je savais être capable de transpercer l'âme des hommes d'affaires les plus coriaces, le scruta de haut en bas, notant ses bottes boueuses, son jean taché de sueur. Mon cerveau tournait à 100 à l'heure, analysant chaque détail, cherchant la moindre faille, le signe de l'arnaque ou du chantage. Je l'ai trouvé, a-t-il dit, bredouillant son nom, Julien. Vous l'avez trouvé? Il m'a dit qu'il m'avait appelé, mais qu'il n'avait pas appelé la police à cause du temps que ça aurait pris. Hypothermie. Le mot résonnait dans mon esprit. Sophie était tremblante dans mes bras. J'ai regardé ses mains rudes, ses yeux perçants. Puis j'ai vu Sophie, ma petite Sophie, pointer du doigt la veste de travail sale et trop grande qui la couvrait. « Maman, il est gentil. Il m'a donné sa veste et il a raté son rendez-vous pour moi. » Le sang ne fit qu'un tour. Ce n'était pas n'importe quel rendez-vous. C'était un entretien d'embauche crucial, m'avait appris Marcus en 2 minutes. Il avait littéralement risqué son avenir pour ma fille. L'agression ne quitta pas complètement mes yeux, mais la suspicion s'estompa, remplacée par une curiosité calculatrice. Ce n'était pas l'homme que j'attendais. Ce n'était pas non plus l'homme que je pouvais ignorer. Il était différent. Un homme d'honneur, il m'avait lancé un regard qui disait « Je fais ce que n'importe quel père aurait fait ». Son mépris pour mon argent, ma position, mon mode de vie, c'était une gifle, mais une gifle rafraîchissante. Il était la preuve vivante que tous les hommes ne pouvaient pas être achetés, et cette pensée dans mon monde de transactions et de profit était
intrigante. Retour à la perspective de Julien. La nounou était occupée à acheter une gaufre. J'avais claqué, ma propre colère prenant le dessus. Et votre fille était en train de mourir de froid sur un banc. Peut-être devriez-vous vérifier vos employés avant d'accuser le gars qui vous l'a ramené. Les gardes de sécurité s'étaient tendus, prêts à me sauter dessus. Personne ne parlait à Mary Sterling de la sorte, j'imagine. Elle avait plissé les yeux, m'étudiant, cherchant une trace de mensonge. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait trouvé. « Vous avez raté un rendez-vous » avait-elle demandé, la voix plus calme, presque curieuse. « Un entretien d'embauche », j'avais corrigé, sentant l'adrénaline me quitter, me laissant vider. « Mais ça n'a pas d'importance, elle est en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Je m'étais retourné pour retourner à mon camion. Je devais partir avant de dire quelque chose que je regretterais. J'étais fauché, trempé et maintenant humilié. « Attendez » avait dit Marie. C'était un ordre. Je m'étais arrêté, la main sur la poignée de la portière. « On ne s'en va pas comme ça » avait-elle dit, faisant signe aux gardes de se calmer. « Vous avez ramené ma fille. Je paye mes dettes. Combien voulez-vous » J'avais ri, un rire sec, amer. Je m'étais tourné vers elle. « Je ne veux pas de votre argent, madame. J'ai un fils à la maison. J'ai fait ce que n'importe quel parent décent aurait fait. Essayez de passer plus de temps avec votre enfant et moins de temps à embaucher du personnel incompétent. » Je m'étais hissé dans le camion, avait claqué la portière et avait démarré, laissant la milliardaire debout sur le trottoir, abasourdie, serrant un enfant trempé et une veste de chantier sale. Le silence dans mon appartement était lourd, le genre qui vous presse les tympans, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage dehors. J'étais assis à la petite table de cuisine ébréchée, la tête entre les mains. Sur la table, une lettre. La police d'écriture était rouge. Dernier avis. Procédure d'expulsion dans 48 heures. J'avais raté l'entretien. J'avais essayé de rappeler Duval & Associés 3 fois, mais la réceptionniste avait bloqué mon numéro. Dans le monde des affaires, peu fiable signifiait inemployable. « Papa ?» J'ai sursauté, me redressant instantanément, forçant un sourire sur mon visage en me retournant. Mon fils Pierre se tenait dans l'embrasure de la chambre, se frottant les yeux. Pierre était petit pour 6 ans, avec les mêmes cheveux bruns indisciplinés que moi et les yeux doux et compatissants de sa mère. « Salut, mon grand. Pourquoi tu n'es pas au lit? Il est tard. »« Le tonnerre fait beaucoup de bruit, » a murmuré Pierre. Il a marché vers moi et a grimpé sur mes genoux. « Tu as eu le boulot? On peut t'acheter le set de Lego maintenant? » Mon cœur s'est brisé. J'ai serré mon fils dans mes bras, posant mon menton sur sa tête pour que Pierre ne voie pas mes yeux s'embuer. « Pas celui-là, mon chou, mais quelque chose de mieux arrive, je te le promets. Papa va juste devoir trouver une solution. » « D'accord. » Pierre a bâillé, me faisant entièrement confiance. « Tu arranges toujours tout. » J'ai ramené Pierre au lit, l'ai bordé sous la couette Spider-Man qui avait connu des jours meilleurs, et je suis resté assis dans le noir pendant longtemps. J'avais 42 €. Il me fallait 300 et 400 € avant vendredi, sinon nous serions à la rue. J'ai regardé autour de la pièce, les croquis de bâtiments inachevés sur le mur, les vestiges du rêve que Sarah et moi avions construit. J'étais un bon architecte, j'étais un maître charpentier. Mais dans une ville comme Paris, sans relation, le talent n'était qu'une denrée que personne ne voulait payer. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, la nuit, je repensais à Sarah, à nos rêves, à nos plans. Je la revois, crayon en main, traçant des idées folles pour la maison qu'on construirait un jour. Elle disait toujours que les meilleures maisons étaient celles où l'on sentait le cœur battre entre les murs. Et maintenant, je me retrouvais là, à 2 doigts de tout perdre, avec les fantômes de ces rêves inachevés qui me hantaient. L'odeur de vieux bois et de papier se mêlait à celle de la pluie dans la pièce, une mélancolie qui m'écrasait. Il fallait que je me batte, pas seulement pour Pierre, mais aussi pour tout ce que Sarah et moi avions partagé.
Le souvenir de son rire, léger comme un papillon, me donnait la force de ne pas sombrer. Je ne pouvais pas décevoir son fils. Le lendemain matin, j'étais en train de vendre mes outils, une véritable humiliation. J'étais sur le parking d'un sex shop, porte de Clignancourt, en train de négocier avec un type pour m'asseoir sur table haut de gamme. Je vous dis que ça vaut 400, j'argumentais, la voix pleine d'une dignité qui n'était plus qu'une façade. Je vous en donne 150. Prenez-le ou laissez-le, a grogné le brocanteur, crachant sur l'asphalte. 150, c'est du vol. C'est les affaires, gamin. Avant que je ne puisse répondre, le bourdonnement sourd d'un moteur puissant a fait taire le parking. Une élégante Maybach noire s'est arrêtée au bord du trottoir, ressemblant à un vaisseau spatial qui aurait atterri dans une décharge. La vitre arrière s'est abaissée. Mary Sterling n'a pas regardé le brocanteur. Elle a regardé droit vers moi. Elle portait des lunettes de soleil bien qu'il fasse couvert. « Montez », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Pardon ?»« Je n'aime pas me répéter, Monsieur Harper. Montez dans la voiture. » Les yeux du brocanteur ont failli sortir de leurs orbites. J'ai regardé l'assis sur table, puis la femme qui m'avait insulté la veille. J'ai réalisé qu'il ne me restait absolument rien à perdre. J'ai laissé l'assis sur le pavé. Je ne pouvais de toute façon pas la vendre pour 150 € et j'ai ouvert la portière de la voiture. L'intérieur sentait le cuir cher et la vanille. C'était plus silencieux qu'une église. « Vous m'enlevez ?» j'ai demandé alors que la voiture démarrait en douceur. Marie a retiré ses lunettes de soleil. « Si je voulais vous enlever, vous seriez dans le coffre, pas en train de boire de l'eau pétillante. » Elle a désigné la bouteille en cristal dans le porte-gobelet. « J'ai enquêté sur vous, Julien. C'est illégal. C'est minutieux. Vous êtes fauché. Vous allez être expulsé dans 48 heures. Et vous avez raté le seul entretien d'embauche que vous ayez eu en 6 mois parce que vous jouiez les héros avec ma fille. » Ma mâchoire s'est serrée. Je ne l'ai pas faite pour une récompense. Je vous l'ai dit. Je sais, c'est ce qui vous rend intéressant. Et c'est aussi ce qui vous rend stupide. Marie s'est tournée pour me faire face. L'orgueil ne paie pas le loyer, Julien. L'orgueil n'achète pas de provisions pour Pierre. Entendre le nom de mon fils sortir de sa bouche m'a fait tressaillir. « Ne parlez pas de mon fils. »« Je vous offre un travail, » a-t-elle dit brutalement. J'ai ri, un son sec, incrédule. « Vous? La reine des glaces de l'immobilier parisien veut embaucher un entrepreneur en faillite? »« Je ne veux pas d'un entrepreneur. Je veux un faiseur de miracles, » a dit Marie, sa voix baissant d'un octave. Elle a appuyé sur un bouton et un écran d'intimité nous a séparés du chauffeur. Elle a sorti une tablette de son sac et me l'a tendue. Sur l'écran, il y avait une photo d'une maison. Mais ce n'était pas juste une maison. C'était une ruine. C'était un immense domaine victorien à la périphérie de la ville, couvert de lierre, le toit affaissé, les fenêtres barricadées. « Le domaine de la Roseraie », a dit Marie. Ma famille l'a acheté dans les années 1920. Il est abandonné depuis 30 ans. J'y organise le gala de la Fondation Sterling dans 3 semaines. J'ai regardé les photos. J'ai zoomé sur les poutres structurelles. 3 semaines, cet endroit est un piège mortel. Il faut 6 mois juste pour être aux normes. La fondation a l'air fissurée. Les murs porteurs sont compromis. C'est impossible. Tout le monde dit que c'est impossible. C'est pourquoi j'ai viré les 3 dernières entreprises, a dit Marie calmement. Ils voulaient tout raser et construire des boîtes de verre. Je veux qu'il soit restauré. Je veux qu'il ressemble exactement à ce qu'il était en 1925. Pourquoi? J'ai demandé en la regardant. Pourquoi vous souciez-vous d'une vieille maison? Pendant une seconde, le masque est tombé. Parce que c'était le dernier endroit où ma mère était heureuse, a-t-elle dit doucement. Puis l'acier est revenu. J'ai besoin que le grand hall, la salle de bal et le grand escalier soient terminés. 3 semaines, chantier ouvert 24 heures, 24 et 7G7. C'est vous qui dirigez.
Vous avez un budget illimité pour les matériaux. Je ne peux pas le faire, j'ai dit en lui rendant la tablette. Je n'ai pas d'équipe. Je n'ai plus de licence. Elle a expiré parce que je ne pouvais pas payer les frais. J'ai réactivé votre licence ce matin, a dit Marie avec désinvolture. Et j'ai organisé une équipe. Ils vous attendent sur le site. La seule chose qui manque, c'est un architecte en chef qui se soucie réellement de l'histoire d'un bâtiment plutôt que de la marge bénéficiaire. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un chèque. Elle l'a placé sur la console en cuir entre nous. J'ai baissé les yeux. C'était un chèque de banque de 50 000 €. C'est votre réavance, a dit Marie. Terminez le travail en 3 semaines et il y aura 100 000 € de plus qui vous attendront. De plus, je couvrirai les frais de scolarité de Pierre au Collège Saint-Benoît pour les 5 prochaines années. Je n'ai plus respiré. Saint-Benoît était la meilleure école du département. C'était l'école où Sarah avait toujours rêvé d'envoyer Pierre. Pourquoi? J'ai demandé à nouveau, ma voix tremblante. Pourquoi moi? Marie a regardé par la fenêtre alors que la voiture s'engageait sur l'autoroute. Parce que vous vous êtes arrêté pour ma fille sous la pluie quand tous les autres continuaient de rouler. Vous avez quelque chose que mes architectes coûteux n'ont pas, Julien. Vous avez un cœur, et j'ai besoin de quelqu'un avec un cœur pour réparer Roseraie. Elle s'est tournée vers moi, son regard intense. Alors, Julian Harper, voulez-vous sauver votre appartement et l'avenir de votre fils? Ou voulez-vous retourner au sex shop et vendre votre cire sur table pour des miettes? J'ai regardé le chèque. J'ai regardé la maison en ruine sur la tablette. J'ai pensé à l'avis d'expulsion. J'ai pris le chèque. J'ai besoin d'un contrôle créatif total. J'ai dit, ma voix s'affermissant. Et si je dis qu'un mur est dangereux, on n'y touche pas tant que je ne le dis pas. Je me fiche de votre calendrier de gala si ça signifie que quelqu'un se blesse. Marie a souri. C'était la première fois que je la voyais sourire pour de vrai. C'était dangereux. Accordé. Elle a tapé sur la cloison vitrée. Chauffeur, emmenez-nous à Roseraie. Alors que la voiture accélérait, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Je venais de vendre mon âme au diable pour sauver mon fils. Mais en regardant Marie, qui était déjà de nouveau sur son téléphone à aboyer des ordres à un subordonné, je me suis demandé si le diable n'était pas aussi seul que moi. 3 semaines pour faire l'impossible. Et je commençais déjà à réaliser que la maison en ruine n'était pas la seule chose brisée qui avait besoin d'être réparée. Attendez une seconde, il faut que je mette les choses au clair. Tout ça, cette histoire de rénover un manoir décrépit pour une femme d'affaires qui vous traitait comme le dernier des cafards il y a encore 2 jours. C'était complètement dingue, non? Dans mon monde, on aurait ri de ça. On aurait dit que la dame était perchée. Mais là, tout était si intense, si réel. Comme si le destin avait décidé de se foutre de ma gueule. Je ne sais toujours pas ce que j'ai trouvé le plus effrayant. Le manoir qui menaçait de s'effondrer, ou Marie qui me regardait avec ses yeux de glace, capable de lire en vous comme dans un livre ouvert. Le pire, c'est que je sentais qu'elle avait raison, qu'il fallait que j'accepte. Parce que l'alternative, c'était le désespoir. C'était le regard de Pierre. Alors, j'ai plongé tête baissée dans ce projet fou. Bref, revenons à nos moutons. Le domaine de la Roseraie n'était pas juste une maison. C'était une carcasse en putréfaction d'une époque révolue. Quand j'ai franchi les portes d'entrée, l'odeur m'a frappé en premier. Un mélange humide et persistant de plâtre moisi, de mildiou et de pourriture. Mais sous cela, si je fermais les yeux, je pouvais sentir le faible parfum fantomatique de vieux chênes et de cire d'abeille. « C'est bon pour la démolition, chef », a dit Jean-Luc, le contremaître de l'équipe de construction que Marie avait embauché. C'était un homme massif avec un cou épais et des avant-bras comme des troncs d'arbres, et il était actuellement appuyé contre une pelle, me regardant avec un scepticisme à peine dissimulé. Madame Sterling a perdu la tête. On ne peut pas mettre ça aux normes en 3 mois, encore moins en 3 semaines. J'ai marché jusqu'au centre du grand hall. J'ai levé les yeux.
Le plafond était un chef-d'œuvre en acajou à caisson, mais les dégâts des eaux avaient noirci le bois dans les coins. Un énorme lustre en cristal couvert de décennies de poussière et de toiles d'araignée pendait dangereusement à une chaîne rouillée. On ne va pas mettre toute la maison aux normes, j'ai dit, ma voix résonnant dans l'espace vide. Juste le hall, la salle de bal et la bibliothèque. On scelle le reste. Et l'intégrité structurelle, a contesté Jean-Luc. Le mur est s'affaisse. J'ai marché jusqu'au mur en question. Je n'ai pas utilisé de niveau laser ni de tablette. J'ai posé ma main à plat contre le papier peint humide. J'ai fermé les yeux, sentant la vibration de la maison alors que l'équipe déplaçait du matériel à l'extérieur. Ce n'est pas le mur, j'ai dit en ouvrant les yeux. C'est le drainage extérieur. Le système de gouttière est bouché, déversant de l'eau dans la fondation. On creuse une tranchée, on dévie le flux et on étaye les poutres depuis le sous-sol. Ça tiendra. Jean-Luc a ricané. Vous en êtes sûr, l'architecte? J'en suis sûr parce que je sais comment ces maisons respirent. J'ai dit, mon ton se durcissant. Maintenant, mettez une équipe sur la tranchée. Je veux que le sol soit poncé ce soir. Si mes ordres ne vous plaisent pas, appelez Madame Sterling et dites-lui que vous démissionnez. Je suis sûr qu'elle a une longue liste de personnes qui attendent de prendre votre salaire. Jean-Luc m'a fixé pendant un long moment de tension, puis il a hoché la tête. D'accord, vous avez entendu l'homme. Au boulot! Pendant la semaine suivante, Julian Harper a cessé d'être un être humain et est devenu une machine. Je dormais 4 heures par nuit sur un lit de camp que j'avais installé dans la bibliothèque. Je mangeais des barres protéinées et buvais du café tiède. J'étais animé par 2 choses, la peur de perdre mon fils et une étrange obsession croissante pour la maison elle-même. Mais je n'étais pas le seul à veiller. Chaque soir à 18 heures précises, la Maybach noire remontait l'allée de gravier. Mary Sterling en sortait, troquant ses talons pour des bottes de créateur, traînant une Sophie récalcitrante avec elle. Au début, Mary se contentait d'examiner le travail, signalant les défauts du sol avec son regard acéré. Mais au 4e jour, la dynamique a changé. J'étais sur un échafaudage, ponçant à la main les moulures compliquées de la corniche quand j'ai entendu des rires. J'ai regardé en bas. Pierre, que j'étais allé chercher à l'école et que j'avais amené sur le site, courait après Sophie autour des tas de bois. Sophie, habituellement vêtue comme une miniature adulte, portait un jean et un t-shirt, son visage barbouillé de saleté. Elle riait, un rire fort et décomplexé qui résonnait sous les hauts plafonds. « Attention !» La voix de Marie a brisé la joie. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant sa tablette. « Sophie, tu vas te blesser. »« Ils vont bien » ai-je crié en bas, essuyant la sueur de mon front avec un chiffon. Je suis descendu de l'échelle, atterrissant lourdement sur le sol. Les enfants sont en caoutchouc, laissez-les jouer. Marie s'est tournée vers moi. Elle avait l'air épuisée. L'armure polie de la Reine des Glaces montrait des fissures. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas cacher. « Je ne vous paie pas pour gérer une garderie, Monsieur Harper », a-t-elle claqué, bien qu'il n'y ait pas de réelle virulence dans sa voix. « Et je ne facture pas de supplément pour ça », j'ai répliqué en attrapant une bouteille d'eau. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un verre ou d'une sieste. » Marie a soupiré, ses épaules s'affaissant. Elle s'est approchée d'un tréteau et s'est assise dessus, ignorant la sueur, ruinant son pantalon à 2000 €. Le conseil d'administration me harcèle. Pierre Caldwell essaie de provoquer un vote de défiance. Il dit que je gaspille les actifs de l'entreprise pour un projet de vanité. « C'est le cas ?» ai-je demandé en m'appuyant contre un pilier. « Un projet de vanité ?» Marie a regardé autour de la pièce, ses yeux adoucis. Ma mère est morte quand j'avais l'âge de Sophie. Cette maison, c'était le dernier endroit où nous avons vécu avant que mon père ne nous déménage dans le penthouse, avant que tout ne devienne une question d'argent. Je veux lancer la fondation ici pour rappeler aux actionnaires que le nom Sterling représente la construction de choses, pas seulement leur achat. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux gris cherchant les miens. Si ce gars-là échoue, Pierre gagne.
Il prendra la société, il liquidera les actifs et il démolira cette maison. Les enjeux ont soudainement changé pour moi. Il ne s'agissait plus seulement de mon salaire. Il s'agissait de préserver la dernière once d'humanité que cette femme possédait. Alors, nous ne le laisserons pas échouer, j'ai dit doucement. Marie m'a regardé, surprise par ma certitude. Vous savez poser du carrelage? Ai-je demandé soudainement. Pardon? Le foyer. Nous sommes en retard. Les gars de Jean-Luc sont occupés avec l'électricité. J'ai besoin de main. Mary Sterling, PDG milliardaire, m'a regardé. Puis elle s'est levée. Elle a retiré son blazer, révélant une blouse en soie. Elle a retroussé ses manches. Montrez-moi ce qu'il faut faire. Pendant les 3 heures suivantes, la hiérarchie de l'élite parisienne s'est dissoute. Il n'y avait plus de PDG et d'entrepreneurs. Il n'y avait qu'un homme et une femme à genoux, étalant du joint et posant des coraux de marbre. Nous avons travaillé à un rythme confortable, les seuls sons étant le grattement des truelles et les rires lointains de Pierre et Sophie jouant dans le jardin. « Vous avez de bonnes mains », j'ai remarqué alors que Marie alignait parfaitement un coin. « Stable. » Je voulais être artiste, a-t-elle confessé, sa voix basse, les yeux fixés sur la pierre. Peinture, sculpture. Mon père m'a dit que l'art était pour les gens qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter le musée. Alors je suis allé à l'école de commerce. Il avait tort, j'ai dit. Construire quelque chose, c'est de l'art. Vous construisez un avenir pour Sophie. Marie a marqué une pause. Elle m'a regardé. J'étais couvert de poussière, mes cheveux en désordre, ma chemise en flanelle déchirée au coude. J'étais l'antithèse des hommes qu'elle fréquentait habituellement. Des gestionnaires de fonds spéculatifs lisses et des mondains superficiels. J'étais réel, solide. « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ce jour-là » a-t-elle demandé. « Vous étiez désespéré pour de l'argent. Vous auriez pu simplement continuer à rouler. » J'ai arrêté de travailler. J'ai regardé le carrelage, mon expression s'assombrissant. Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un que l'on aime. Et je sais que 5 minutes peuvent tout changer. Si j'avais été 5 minutes plus rapide il y a 3 ans, peut-être que Sarah serait encore là. Le silence entre nous était lourd, chargé d'un chagrin partagé que ni l'un ni l'autre n'avait besoin d'expliquer. Marie a tendu la main, sa main planante au-dessus de mon bras, mais elle s'est retirée à la dernière seconde. « Merci, Julien. » « Ne me remerciez pas encore, » j'ai dit, forçant un sourire. « Nous devons encore faire le joint de tout ce bazar. » Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dorées à travers les fenêtres cintrées, nous étions tous les 4 assis sur le sol de la salle de bal à moitié finie, mangeant des pizzas à emporter. Sophie dormait sur mes genoux, épuisée d'avoir joué. Pierre était appuyé contre Marie, lui montrant un dessin qu'il avait fait de la maison. Pendant un instant, nous avons ressemblé à une famille, un patchwork étrange, brisé et recollé. Mais la paix a été brisée par la sonnerie de mon téléphone. C'était Jean-Luc. « Chef, il faut descendre au sous-sol tout de suite. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé, sentant la panique dans la voix du contremaître. « La conduite d'eau principale. Quelqu'un l'a coupée. Toute la fondation est en train d'être inondée. » Le sous-sol du domaine de la Roseraie était un cauchemar. L'eau jaillissait d'un tuyau de 5 cm avec la force d'une lance à incendie, remplissant rapidement le niveau souterrain de boue glaciale et trouble. Les poutres de support temporaires que j'avais installées pour soutenir l'aile est étaient déjà submergées par 30 cm d'eau. « Coupez l'arrivée !» j'ai hurlé, pataugeant dans l'eau, le froid glacial mordant instantanément à travers mon jean. « J'ai essayé !» a crié Jean-Luc en luttant avec un volant de vanne rouillé. « C'est bloqué. Le filetage est abîmé. » Marie se tenait en haut des escaliers, le visage pâle. Elle avait laissé les enfants dans la voiture avec Marcus, son chef de la sécurité. Julien est sorti de là. Si les supports cèdent, le plancher du dessus va s'effondrer. Si je pars, la maison tombe, ai-je crié. J'ai attrapé une lourde clé à molette dans une boîte à outils flottante. « Jean-Luc, mettez un levier sur ce volant. Je vais bloquer la fuite. »
J'ai plongé vers le tuyau qui crachait de l'eau. La pression de l'eau m'a repoussé, me jetant contre le mur de briques. J'ai halté, avalant de l'eau sale, mais je me suis relevé péniblement. J'ai coincé une feuille de caoutchouc sur la brèche dans le métal et j'ai serré la clé avec toutes les forces que je possédais. Mes muscles hurlaient, la veine de mon cou gonflait. « Tournez maintenant !» ai-je crié à Jean-Luc. Le contremaître a grogné, son visage devenant violet d'effort, et finalement, avec un grincement de métal torturé, la vanne a tourné. Le jet d'eau s'est ralenti en un filet, puis s'est arrêté. Le silence est tombé sur le sous-sol, à part la respiration lourde des deux hommes et le goutte-à-goutte de l'eau. Je me suis effondré contre le mur humide, tremblant violemment. Jean-Luc a pataugé vers moi et m'a tendu la main. « Ce n'était pas un accident », a grogné Jean-Luc en désignant le tuyau. C'était une coupure nette, scie à métaux. Quelqu'un a fait ça pendant que nous mangions des pizzas à l'étage. J'ai monté les escaliers, trempé, frissonnant et furieux. Marie m'attendait avec une serviette qu'elle avait prise dans la voiture. Elle l'a enroulée autour de moi, ses mains tremblantes. « Vous allez bien ?» a-t-elle murmuré, ses yeux me scrutant à la recherche de blessures. « Je vais bien », j'ai dit entre deux claquements de dents. Mais Jean-Luc a raison. Quelqu'un essaie de tuer ce projet. Le visage de Marie s'est durci en le masque de la PDG. Marcus, le chef de la sécurité, est sorti de l'ombre. Marie, vérifiez les caméras du périmètre. Maintenant, je veux savoir qui était sur cette propriété au cours des 2 dernières heures. 10 minutes post-farm, nous étions tous blottis autour d'un ordinateur portable dans la sécurité sèche de la bibliothèque. Marcus a fait défiler les images. Là, j'ai pointé du doigt, des images granuleuses en vision nocturne montraient une silhouette vêtue d'un sweat à capuche sombre, se faufilant à travers une brèche dans la clôture de chantier. La silhouette se déplaçait avec détermination, évitant les lumières principales, se dirigeant droit vers l'accès extérieur du sous-sol. « Pouvez-vous améliorer le visage ?» a demandé Marie. « La résolution est trop faible, » a dit Marcus. « Mais attendez, regardez les chaussures. » La silhouette portait des mocassins haut de gamme distinctifs avec une boucle argentée. Pas des bottes d'heure de travail, pas des baskets, des mocassins italiens en cuir coûteux. Marie s'est figée. Elle connaissait ses chaussures. « Pierre » a-t-elle sifflé. « Pierre Caldwell » j'ai demandé. « Le membre du conseil d'administration ?» Il en a une paire exactement comme ça. Il les a achetées à Milan quand nous y étions pour un sommet l'année dernière. Il s'est vanté qu'elle coûtait plus cher que ma voiture. Marie s'est détournée de l'écran, faisant les 100 pas dans la pièce. Il est désespéré. Il sait que si le gala réussit, je m'assure les droits de vote pour les 5 prochaines années. Il essaye de détruire physiquement le lieu. « Nous appelons la police », j'ai dit. « Non », a dit Marie sèchement. « Si la police enquête, ils fermeront le site en tant que scène de crime. Nous perdons le permis. Nous ratons la date limite. Le gala est annulé. Pierre gagne. » « Alors, on le laisse s'en tirer ?» j'ai demandé incrédule. Il a presque fait s'effondrer la maison sur nous. « Nous ne le laisserons s'en tirer avec rien », a dit Marie en se retournant vers moi. Le feu dans ses yeux était terrifiant. « Nous le battons. Nous terminons cette maison. Et nous la rendons si magnifique que quand il franchira ses portes samedi soir, il saura qu'il a perdu. » Elle a marché vers moi, attrapant les revers de ma chemise mouillée. « Pouvons-nous encore le faire? Les dégâts des eaux, le retard. » J'ai regardé Marie. J'y ai vu le désespoir, mais aussi la combativité. J'ai pensé aux 150 000 € qui assureraient la vie de Pierre. J'ai pensé à la façon dont Sophie avait ri aujourd'hui. Nous devons pomper l'eau du sous-sol ce soir, j'ai calculé rapidement. Nous avons besoin de déshumidificateurs industriels. Nous devons remplacer le placoplâtre dans le hall inférieur. Cela signifie des doubles équipes. Cela signifie que personne ne dort pendant les 3 prochains jours. Je paierai le triple des heures supplémentaires, a dit Marie, et je resterai. Je vais aider. Vous avez une entreprise à gérer.
C'est de mon entreprise. Ma place est ici. Les 3 jours suivants furent un flou de caféine, de sueur et de pure volonté. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai envoyé Pierre rester avec ma sœur en banlieue. J'ai vécu au domaine de la Roseraie. Et étonnamment, Marie aussi. Elle a installé un centre de commandement dans la bibliothèque. Elle prenait des appels de Tokyo et de Londres tout en ponçant des rampes. Elle commandait des traiteurs pour l'équipe, des homards et des steaks, pas des sandwichs. Le moral était au plus haut. La barrière entre nous s'était complètement érodée. Une nuit, à 3 heures du matin, j'ai trouvé Marie endormie sur un tas de bâches dans le couloir. Je l'ai délicatement soulevée et l'ai portée jusqu'au lit de camp dans la bibliothèque. Elle a bougé, murmurant quelque chose à propos de sa mère et de lumière, et a niché sa tête contre ma poitrine. Mon cœur a martelé contre mes côtes, non pas d'effort, mais d'un sentiment que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. Le vendredi après-midi, la veille du gala, la maison était transformée. Les sols brillaient comme des miroirs. Le lustre et en cristal étincelait, chaque prisme nettoyé à la main par Marie elle-même. L'odeur de pourriture avait disparu, remplacée par le parfum de lys frais et de cire d'abeille. Je me tenais au centre de la salle de bal, inspectant le vernis final. J'étais épuisé, mon corps me faisait mal à chaque articulation, mais je ressentais une fierté immense. « C'est magnifique », a dit d'une voix. Marie est entrée. Elle était finalement rentrée chez elle pour se doucher et se changer. Elle portait une simple robe crème qui épousait ses courbes, ses cheveux lâchés sur ses épaules. Elle avait l'air plus jeune, plus douce. Ce n'est pas seulement magnifique, j'ai dit en me tournant vers elle. C'est solide. Ça tiendra encore 100 ans. Marie s'est approchée de moi. La pièce était vaste et vide, attendant l'orchestre et les invités. Mais à ce moment-là, on aurait dit que nous étions les 2 seules personnes au monde. « Vous m'avez sauvé, Julien », a-t-elle dit doucement. « Pas seulement, Sophie. Vous m'avez sauvé aussi. » J'ai juste réparé quelques murs, Izzy. J'ai dit, utilisant le surnom que j'avais commencé à utiliser vers 4 heures du matin la nuit précédente. Non, vous m'avez rappelé ce qui compte. Elle est entrée dans mon espace personnel. L'air crépitait. Elle a levé les yeux vers moi, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Mon souffle s'est coupé. Je voulais l'embrasser. Mon Dieu, je voulais l'embrasser. J'ai tendu la main, ma main rugueuse et cueilleuse caressant sa joue lisse. Marie s'est penchée dans mon contact, ses yeux se fermant. Bang! Les doubles portes de la salle de bal se sont ouvertes en claquant. Marcus, le chef de la sécurité, est entré, l'air sombre. Il tenait une tablette. « Madame Sterling, nous avons un problème. » Julien et Marie ont sauté en arrière. Marie s'est immédiatement ressaisie, bien que ses joues soient en rouge. « Qu'est-ce que c'est, Marcus? »« C'est Pierre Caldwell, » a dit Marcus. « Il n'a pas seulement saboté les tuyaux. Il a fait fuiter une histoire à la presse. Ça passe en ce moment sur toutes les chaînes d'information. » Marie a attrapé la tablette. J'ai regardé par-dessus son épaule. Le titre sur l'écran disait « Scandale chez Sterling. La milliardaire en romance secrète avec un entrepreneur sans licence et au casier judiciaire. » J'ai senti le sang quitter mon visage. Casier judiciaire? Je n'ai pas de casier judiciaire. Lisez le sous-titre, a dit Marcus doucement. Julian Harper accusé de négligence dans la mort de sa femme. Les services de protection de l'enfance lancent une enquête sur la sécurité de son fils Pierre Harper. J'ai laissé tomber la tablette. Elle s'est brisée sur le sol fraîchement poli. Il s'en prend à Pierre, j'ai murmuré, un son d'horreur pure. Il tord la mort de Sarah. Il dit que j'ai été négligent. Il essaie de détruire votre crédibilité pour que tout travail que vous avez fait sur cette maison soit considéré comme légalement nul, a réalisé Marie, sa voix tremblante de rage. Si l'entrepreneur principal est jugé négligent et sans licence, ce qu'il prétend que vous êtes, l'assurance retire le permis. Le gala est illégal. La police nous fera fermer avant l'arrivée du premier invité.
Je me suis reculé, la panique s'emparant de ma poitrine. Je dois aller voir Pierre. Si les services de protection de l'enfance voient ça, s'ils viennent à l'école. Julien, attendez. Marie s'est avancée vers moi. C'est un mensonge. Nous pouvons nous battre. Je ne peux pas me battre contre 1 milliard d'euros. J'ai crié, la blessure béante de mon passé s'ouvrant en grand. Vous, les gens, vous jouez avec des vies. C'est mon fils, c'est ma vie. Je vous ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Je vous l'ai dit. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru hors de la salle de bal, hors de cette maison dans laquelle j'avais versé mon âme, et j'ai sauté dans mon camion rouillé. Marie est restée seule dans la salle de bal vide et magnifique. Marcus, a-t-elle dit, sa voix mortellement calme. Oui, madame. Préparez la voiture et appelez mes avocats, tous. Pierre Caldwell veut une guerre. Je vais lui offrir un massacre. Qu'auriez-vous fait à ma place, vous? Auriez-vous continué à courir, à fuir ce monde qui menaçait de vous engloutir, de vous arracher ce qu'il vous restait de plus précieux? J'étais là, au fond du trou, cette fois sans aucune corde pour remonter. J'ai roulé, vite, sans savoir où j'allais, juste loin. Loin de Marie, de ses problèmes, de cette tour Beaulieu qui symbolisait tout ce que je ne serais jamais. J'ai repensé à Sophie, à Pierre, et à cette phrase que j'avais prononcée plus tôt, « Les mensonges sont plus forts que la vérité ». Et si j'avais tort, si fuir c'était justement leur donner raison, le gala au domaine de la Roseraie était un spectacle de diamants et de champagne. Mais pour Mary Sterling, cela ressemblait à des funérailles. Elle se tenait en haut de l'escalier restauré, sa robe bleu nuit masquant un cœur battant d'anxiété. « Il ne vient pas », a murmuré Marcus, debout dans son ombre. Pierre a gagné. En bas, Pierre Caldwell tenait la cour près de la tour de champagne, riant bruyamment. Il montrait du doigt les moulures compliquées de la corniche, se moquant du travail bâclé de l'homme qu'il avait détruit dans la presse. Les membres du conseil d'administration acquiesçaient, les vautours tournant en cercle. Marie a serré la rampe. Les assureurs étaient à quelques minutes de retirer le permis sur la base des allégations de négligence. Puis les lourdes portes d'entrée en chaîne ont gémi et se sont ouvertes. La pièce est devenue silencieuse. Debout dans l'embrasure de la porte, secouant la pluie d'un parapluie bon marché, se tenait Julien Harper. Je portais un costume de dimanche gris anthracite, un peu serré aux épaules et usé aux poignets. J'avais l'air fatigué, mais mes yeux brûlaient d'un feu qui transperçait la prétention de la pièce. Pierre m'a vu et a souri d'un air suffisant. Eh bien, le contractant fugitif est là pour se rendre avant l'arrivée de la police. J'ai marché droit vers lui, fendant la mer de Mondain. Je me suis arrêté à un pas de Pierre. Je ne suis pas là pour me rendre. J'ai dit, ma voix rauque mais ferme. Je suis là pour finir le travail. Le travail est terminé, a ricané Pierre. Vous êtes une fraude, Harper, un amateur qui a fait tuer sa femme et a failli faire tomber cette maison sur nous. J'ai les inspecteurs en ligne directe. Ma femme est morte d'une tragédie médicale, pas d'une négligence. J'ai dit, ma voix résonnant dans le hall. J'ai tout perdu en la sauvant, mais je n'ai jamais perdu mon intégrité. Cette maison est solide. Elle a plus d'intégrité dans sa fondation que vous n'en avez dans tout votre corps. « Sécurité !» a crié Pierre. « Enlevez-le !» Non, Marie est descendue des escaliers, sa voix cinglante comme un fouet. Elle a traversé la foule et s'est tenue à côté de moi, son épaule effleurant la mienne, une déclaration de guerre silencieuse. « C'est mon invité d'honneur !» a annoncé Marie. « Vous coulez votre propre bateau, Marie !» a sifflé Pierre. Dénoncez-le ou le conseil vous vote dehors dès le matin. Marie a souri. C'était un sourire terrifiant de requin. Vous aimez les histoires, Pierre. Regardons-en une ensemble. Elle a fait signe à Marcus. Les lumières se sont tamisées et l'énorme écran de projection derrière la scène s'est allumé.
C'étaient les images granuleuses en vision nocturne. La pièce a haleté en regardant une silhouette encapuchonnée saboter le tuyau d'eau du sous-sol. « Qui est-ce » a chuchoté quelqu'un. « Attendez » a dit Marie. À l'écran, le saboteur a glissé sur l'herbe mouillée, s'éloignant à la hâte. La caméra a zoomé sur ses pieds. Il portait des mocassins italiens en cuir distinctif avec une boucle argentée, personnalisée en forme de tête de lion. La vidéo s'est arrêtée sur les chaussures, puis un projecteur dans la salle de bal s'est allumé sur les pieds de Pierre Caldwell. Il portait exactement les mêmes chaussures. « Sabotage », a dit Marie, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. « Tentative de destruction de propriété. Mise en danger de la vie. La police vous attend dehors, Pierre. »« C'est un faux », a balbutié Pierre en reculant. Mais la foule a bloqué son chemin. 2 officiers sont intervenus, menottant le membre du conseil d'administration en difficulté et le traînant hors du gala. La salle a éclaté en applaudissements, mais Marie les a ignorés. Elle s'est tournée vers moi, voyant l'adrénaline s'estomper, me laissant tremblant. « Vous êtes revenu », a-t-elle murmuré. J'ai essayé de m'enfuir, j'ai admis. J'allais prendre Pierre et partir, mais il m'a demandé si le château était sûr. J'ai réalisé que si je fuyais, je lui enseignerais que les mensonges sont plus forts que la vérité. Marie m'a pris la main. Les avocats ont appelé. L'enquête des services de protection de l'enfance a été qualifiée de malveillante et abandonnée. Ils ont vu les dossiers médicaux. Julien, vous avez tout fait pour Sarah. Pierre est en sécurité. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais retenu pendant des jours, mes genoux devenant faibles. Il est en sécurité, il est en sécurité. Et vous aussi. L'orchestre a commencé à jouer une douce valse. Marie s'est approchée. Dansez avec moi. Easy, regardez-moi. J'ai ri à bout de souffle. Je suis un entrepreneur fauché dans un costume bon marché. C'est vous qui avez construit ce sol, Julien, a-t-elle dit, en roulant ses bras autour de mon cou. Si quelqu'un a sa place ici, c'est vous. Elle m'a embrassé alors. Un baiser qui avait le goût de la pluie, du champagne et des deuxièmes de chance. Autour de nous, les flashs des appareils photo ont éclaté comme des feux d'artifice, capturant le moment où la milliardaire et le bâtisseur scellèrent leur avenir. Le soleil réchauffait les bords de Seine. J'étais assis sur le même banc où j'avais trouvé Sophie. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Pierre et Sophie sprintaient sur le chemin, un cerf-volant rouge vif s'élevant derrière eux. « Papa, criait Sophie en riant. « J'essaie !» répondait Pierre. J'ai senti une main glisser dans la mienne. Marie a posé sa tête sur mon épaule. Elle portait un jean et un simple pull, l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été dans la salle de conseil. « La rénovation de la Villa Toscane commence en juin, » a-t-elle dit doucement. « Vous êtes prêt à apprendre l'italien? » Je pratique, j'ai souri en lui serrant la main. « Ti amo. » Marie a souri. « Ti amo anch'io. » J'ai regardé les enfants courir sous le ciel ouvert. J'ai pensé à l'entretien manqué, à la vie d'expulsion et à ce jour de pluie qui avait tout changé. La vie était drôle. On rate un virage et on s'écrase. On en prenne un autre et on trouve le chemin du retour. « Papa, maman, regardez !» a crié Pierre. Le cerf-volant a attrapé un courant ascendant massif, grimpant de plus en plus haut vers le soleil, libre et détaché enfin. Et tout comme ce cerf-volant, Marie et moi avons découvert que parfois il faut toucher le fond avant de pouvoir vraiment voler. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, d'avoir croisé Sophie sous cette pluie. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas juste sauté d'une galère pour me jeter dans une autre, plus dorée certes, mais pas moins compliquée. Ce n'est pas une fin en soi, cette histoire, plutôt un commencement perpétuel, une suite de compromis et de découvertes. L'amour n'est pas toujours simple, ni même parfaitement logique. Il est fait de peur et d'espoir entremêlés, de moments de grâce et de doutes tenaces. Rien n'est jamais vraiment acquis, n'est-ce pas? Mais c'est notre chemin, le mien,
le sien, le nôtre. Et bizarrement, ça me suffit.